Bonjour, voilà, je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Vendée 93, édité par Fellowship of Simulation et puis designé par Pascal Toupy et Jean-Philippe Barcus. Donc, ces règles, une petite chose que j'aimerais vous dire, je vous explique à peu près tous les mécanismes les plus importants. Il peut y avoir quelques détails encore à retrouver dans le manuel de règles, mais ce que je peux vous expliquer là sera à peu près suffisant pour jouer. Donc, grosso modo, ce qu'il faut voir, c'est que le matériel est de très bonne qualité. Vous avez une belle carte montée, vous avez plein de petites choses et puis surtout beaucoup de petits cubes en bois. Donc, grosso modo, ici, vous avez vous avez les républicains et les républicains sont en bleu, tandis que les royalistes sont en plusieurs couleurs. Les républicains auront des secteurs aussi, et les royalistes particulièrement, mais c'est un tout petit peu plus contraignant pour eux, parce qu'un chef, par exemple, d'un secteur, je sais pas, de l'armée d'Anjou, peut pas commander des unités qui viennent du secteur du Marais. Ce genre de choses, on va voir ça à la page slide suivante. Donc, ici, vous voyez les secteurs. Tout ce qui est en bleu comme ça, c'est républicain, avec les secteurs de Nantes, le secteur de Saumur et le secteur de La Rochelle. Et on peut les différencier parce qu'ils ont autour des ronds bleus, ils ont des petites couleurs. Le rouge, c'est pour La Rochelle, le blanc pour Saumur, et puis le noir pour les Nantais. Ensuite, pour les armées, on va dire royalistes, et ben là, nous avons des secteurs qui sont délimités par des ronds d'une couleur. Ici, quand c'est orange, eh ben, on a droit à l'armée d'Anjou. Quand c'est le gris, c'est l'armée du centre. Et quand c'est le vert, c'est l'armée du Marais. Voilà. Ensuite, ben là, je reprends ce que j'ai dit, hein, des fameuses couleurs. Donc, le bleu, c'est des aires qui sont des zones qui sont républicaine, tandis que les autres, c'est pour les royalistes. Un petit détail que j'oubliais, c'est que ça s'appelle des areas ou des zones, et l'ensemble de plusieurs zones ou areas représente des secteurs. Hein, d'accord, ça faut bien faire. Les unités sont les areas ou les zones. Mais en anglais, on dit area, en tout cas dans le jeu, donc je vais utiliser plutôt ce mot-là. Ensuite, concernant d'autres choses, vous avez aussi des marqueurs qui seront des marqueurs objectifs. Il y aura des marqueurs objectifs pour les républicains et puis des marqueurs objectifs pour les royalistes. Alors les républicains ont comme une petite spécificité, certains de ces marqueurs objectifs sont en fait des forteresses qui sont représentées par une espèce de bouclier. Donc quand vous avez ça sur la carte, ben, attendez-vous du côté des royalistes que vous allez attaquer aussi une forteresse. Donc voilà. Les points qui sont mieux, ça représente des points de prestige gagnés ou perdus selon le contrôle. Ensuite, aussi, vous avez vu hein, sur la carte, vous aviez ces fameux ronds, les couleurs déterminaient les secteurs, puis à qui appartenaient on va dire les areas ou les zones, tandis que quand vous voyez un épi de blé là au milieu, ça veut dire que vous êtes dans la plaine, et la plaine va donner un bonus au combat pour les républicains quand ils sont en défense. C'est la même chose par contre pour le bocage. Alors, le bocage est représenté, c'est un peu particulier, mais par le symbole Sacré-Cœur. Tout simplement, voilà, ça représente le bocage, et le bocage donne aussi on va dire, un bonus en défense pour les royalistes. Et puis, lorsque vous rentrez avec une armée ou avec des unités dans une zone, une area de bocage, quand vous êtes le républicain, le républicain doit tester de son attrition, c'est-à-dire qu'il va certainement perdre des hommes, voilà, qui tombent malades ou qui désertent ou peu importe. C'est pas un très bon terrain pour eux. Et puis les unités, les marais, l'effet des marais, c'est quand vous arrivez sur un marais, vous devez vous arrêter, vous ne pouvez plus rien faire d'autre. Ok, ensuite il y a d'autres choses qu'on peut lire aussi sur la carte, notamment vous avez la présence de la rivière la Loire, qui donnera des bons bonus en défense pour les unités qui seront attaquées à travers cette rivière. Notamment, je crois, c'est à Nantes et à Saumur ou quelque chose comme ça, je vais vérifier. À Angers et puis à Nantes, hein, voilà. Donc ensuite, vous avez ici la route royale. Donc la route royale, c'est la route majeure, principale, donne toujours des bonus en mouvement, tandis que vous avez des petites routes mineures qui sont la plupart du temps inutilisables, c'est-à-dire ne servent à rien, sauf durant les tours d'été, qui sont les tours de 4 à 6. Voilà, là qui fonctionnent comme des routes normales, c'est-à-dire qui donneraient des bonus.
Alors, maintenant, on va parler encore d'un truc, c'est comment est-ce qu'on gagne une partie. C'est très simple. C'est le royaliste qui va faire avancer, on va dire, le pion prestige qui commence au début de la partie à 0. Donc, comment est-ce qu'on gagne des points de prestige? Eh ben, c'est en gagnant des batailles. Attention à ne pas en perdre parce qu'on perd des points. C'est en contrôlant des objectifs, bien sûr. Si on les perd, on perd les points. C'est en contrôlant aussi Nantes. Alors, si Nantes rapporte beaucoup plus, ainsi que Cholet, hein, c'est chaque fois deux. Plus de points de prestige, mais si on les perd, on perd aussi 2 points de prestige. Si le républicain ne lance pas d'offensive, d'attaque, etc., de combat durant un tour, eh ben, ça donne un point de prestige supplémentaire aux royalistes. Et puis, vous verrez aussi les royalistes ont ce qu'on appelle, les Vendéens, hein, ils ont des marqueurs de toxins. Donc les marqueurs de toxins, on verra ça un tout petit peu plus tard, permet aux royalistes eh ben, de recevoir du renfort. Alors lorsqu'il n'a pas trop tapé dans les renforts, eh ben, à la fin de la partie, il gagne aussi des points de prestige. Et puis aussi, malheureusement, il faut faire gaffe de ne pas se faire tuer des leaders, des généraux royalistes vendéens. Le terme est le même hein, pour le jeu. Vous perdez des points de prestige. Donc les conditions de victoire, le royaliste gagne à la fin de la partie, c'est-à-dire à la fin du 8e tour, eh ben, il gagne s'il a au moins un point de prestige ou plus. Et puis il peut gagner en mort subite, c'est-à-dire directement s'il contrôle à la fin du jeu, à la fin d'un tour, tous les objectifs républicains, ou bien si il a réussi à mettre à la fin d'un tour le marqueur de prestige à 9. Donc vous voyez ici, vous avez des trucs là. Quand le prestige est très haut, eh ben, les royalistes reçoivent directement des renforts. Ben ouais, ça les gonfle à bon coup. Le moral, et puis tout en haut, ils peuvent encore gagner un point de réaction. On verra ça plus tard. Pour les républicains, c'est quasiment la même chose. À la fin du jeu, ils gagnent. Si les points de prestige sont à -1 ou en dessous. Et puis, il peut y avoir aussi des morts subites à partir du moment que le prestige eh ben, se trouve à -4 ou bien qu'il contrôle tous les objectifs royalistes, voilà, à la fin d'un tour. Donc là, ils ont réussi. Bon, on va passer maintenant à la mécanique elle-même. Donc, il y a 8 tours de jeu. Il faut se rappeler qu'au début du tour, ben, au début de la partie, les joueurs commencent avec 5 cartes. Un petit peu parler de ça plus tard. Et puis, ils peuvent jouer des cartes, mais ils peuvent pas... ils peuvent seulement, c'est au tour 4 et au tour 7, qu'ils peuvent remettre des nouvelles cartes en main jusqu'au maximum de 5. Bon, mis à part ça, chaque tour de jeu, on commence toujours par le royaliste, suivi du républicain, etc. Donc, durant le tour du royaliste, d'abord, il peut y avoir au 6e tour éventuellement, pour Dieu et le roi, c'est de prendre des options un peu particulières, une fois dans le jeu, voilà. Mais que pour le tour 6. Ensuite, il y a les renforts. Ils ne reçoivent pas de renforts au tour 1. Bon, ça commence qu'à partir du tour 2. Il y a la phase d'événement qui est hyper importante, c'est-à-dire qu'il devra jouer une carte, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, c'est d'exécuter ses mouvements. Ensuite, c'est d'effectuer des batailles, parce qu'il peut y avoir une area ou une zone, il peut y avoir la présence à la fois des royalistes et des républicains, ben là, ils se battent. Et puis ensuite, vous avez back to the field, parce qu'évidemment, les mecs qui se battaient du côté des royalistes, c'était aussi des paysans. Donc, comme c'était des paysans, eh ben voilà, quoi, c'est... comme ils se battaient, c'était... ils devaient rentrer au champ. Ah, attendez, voilà, j'ai fait une bêtise. Ils rentraient au champ. Donc, ils devaient rentrer au champ, et puis ensuite, on détermine la victoire. Pour les républicains, c'est quasiment la même chose. On commence par du renfort. On joue une carte. On fait effectuer les mouvements, les batailles, suivi de la phase de baraque. La phase de baraque, c'est propre aux républicains. C'est simplement, bon, ben, il peut y avoir des unités qui sont en transit. C'est les unités qui n'arrivent pas à rentrer en renfort du côté des républicains parce que les secteurs républicains ont été pris par les royalistes, donc ils vont d'abord dans un transit, et puis ils sont en transit, puis ensuite elles arrivent dans les baraques, et à partir de là, elles sont à nouveau disponibles ultérieurement pour venir en renfort, puis on détecte ensuite la victoire. Ah, alors, ben, je passe directement en fait
un setup initial, un début de partie. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble. Au début, ben, les Vendéens sont assez nombreux, tandis que du côté des, du côté des républicains sont moins nombreux. Les gros bâtons comme ça représentent 5 unités. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même du monde. Voilà. Donc, et puis les fameux cubes de réaction, ça on en parlera un petit peu plus tard. Toujours bien sûr garder à l'esprit qu'on commence le jeu avec 5 cartes en main. En général, on joue une carte par tour et le seul moment où on peut remettre des cartes en main, c'est au tour 4 et au tour 7, au début du tour, les deux joueurs recomplètent leur main jusqu'à 5. Voilà, donc on ne joue pas avec beaucoup de cartes quand même. Mais elles ont une importance énorme. Donc maintenant, de la phase de renfort. Dans la phase de renfort, qu'est-ce qui se passe? Le royaliste, eh ben, il n'y a pas de phase de renfort au premier tour pour le royaliste. Eh ben, il a 5 jetons toxins. S'il décide de jouer un jeton toxin, à ce moment-là, il jette des dés, ce qu'ils appellent les dés de renfort, et puis il déploie eh ben, le nombre d'unités. Ici, 5 unités dans le secteur du Marais, 10 dans l'armée d'Anjou et 6 dans l'armée du centre. Donc dans ces cas-là, que se passe-t-il? Eh ben, il va simplement distribuer ses pièces là-dedans. Et ce qui est important quand il y a une petite étoile là, c'est qu'il peut prendre un leader de ce secteur. Voilà, tout simplement. Mais il est limité, ses renforts sont limités, il peut faire ça 5 fois maximum, il y a 5 marqueurs toxins. Le républicain, lui, à chaque tour, il jette des dés pour recevoir des renforts. Et tout simplement, il reçoit ses renforts, selon les secteurs. Et puis, s'il n'arrive pas à amener des renforts, ils vont dans l'espace de transit. Voilà. Ensuite, la phase d'événement. La phase d'événement est hyper importante. Toujours, je le répète, on commence avec le jeu avec 5 cartes. On refait sa main à 5 cartes seulement au tour 4 et au tour 7. Et puis, ce qui est important, c'est qu'on doit jouer une seule carte. On joue une carte et on doit appliquer l'événement. L'événement est appliqué à qui? À celui où il y a le symbole. Quand vous avez un symbole Sacré-Cœur, l'événement il est appliqué évidemment et bénéficiaire au bénéfice là du royaliste. Et quand vous avez un bonnet phrygien, dans ce cas, il sera bien évidemment à la faveur du républicain, puis quand il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout, c'est-à-dire que c'est à faveur à celui qui joue la carte. Donc c'est clair que si vous êtes royaliste, ne jouez pas une carte avec un drapeau, avec un petit bonnet phrygien, en tout cas essayez d'éviter ça parce que ça ne va pas vous rendre service, dans le sens que ça va plutôt influencer votre adversaire. Ensuite, sur une de ces cartes ici, le petit chiffre qui apparaît à l'intérieur du symbole, c'est le nombre de points d'action. D'accord? C'est points d'action. Là, dans cette carte, vous gagnez gratuitement. Qu'est-ce que vous gagnez gratuitement? C'est un point de réaction, donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis là, vous avez l'événement. Donc, dans la phase d'événement, vous appliquez l'événement. Ici, le joueur royaliste, déploie 3 unités supplémentaires dans n'importe quelle zone qu'il contrôle. Donc c'est plutôt une bonne chose. Encore un petit truc qui est important, c'est que c'est toujours possible en ce moment de convertir 2 points d'action en un point de réaction. On verra plus tard les points de réaction assez rapidement. Voilà. Donc encore un autre exemple de carte. Vous avez Kléber, évidemment, ça on est chez les républicains, vous voyez bien évidemment le fameux bonnet phrygien, et puis l'événement qui va avec, c'est du style, le joueur républicain peut déployer Kléber, et puis jusqu'à 6 unités dans une zone contrôlée républicaine, et qui est un objectif, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc ça c'est puissant, ça quand il n'y a rien du tout, c'est-à-dire que c'est neutre, et puis ici ça correspond pour le joueur royaliste. Voilà tout simplement. Alors on va voir d'autres éléments. Maintenant la phase de mouvement. Alors après qu'on a fait les renforts, les événements, il y a la phase de mouvement. Vous avez des points d'action, action point, où avec un point d'action vous pouvez faire bouger une unité, c'est-à-dire un petit cube, ou bien une force. Une force, c'est quoi? C'est un leader et minimum un cube. Donc, si vous avez une force avec un leader puis 10 cubes, en dépensant un seul point d'action, vous pouvez tout déplacer. Voilà, c'est pas du 1 par 1, ou bien un chef tout seul. Donc, avec un point d'action, en général, vous ne bougez que d'une zone, que d'un area. Par contre, si vous êtes sur une route royale, vous pouvez faire
pour faire 2 zones sur une route royale. D'accord? À condition qu'elle ne soit pas occupée par des unités ennemies. La même chose avec les routes mineures, mais seulement durant les tours d'été, c'est-à-dire de tour 4 jusqu'au tour 6. Sinon, les routes mineures ne servent à rien, tout simplement. Vous devez vous arrêter si vous rentrez dans une zone où il y a déjà un ennemi. Donc là, vous ne pouvez plus donner, vous ne pouvez plus dépenser d'autres points d'action pour activer ces unités. Non, elles sont, voilà. Idem si elles rentrent dans un marais. Donc évidemment, une unité, par exemple une force, qui aurait un leader puis 3 cubes, pourrait très bien recevoir, si c'est possible, 2 points d'action, voire plus, puis faire plein de mouvements. Mais si elle rentre dans une zone où il y a un ennemi, elle s'arrête. Ça ne sert à rien. Idem pour le marais. Après, je vous avais parlé que les républicains, s'ils rentrent dans une area où c'est du bocage, et ben là, c'est dur pour eux. Hein. Ça veut dire que surtout s'ils rentrent dans du bocage sans passer par une route valide, c'est-à-dire la plupart du temps par des routes mineures durant l'été. S'ils ils vont dans une zone de bocage en empruntant une route mineure en été, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, ils doivent jeter un jet de dés puis faire un jet d'attrition. S'il a un R, c'est-à-dire un résultat de retraite, eh ben, il perd une unité. Et si c'est un résultat d'élimination, c'est carrément 2 unités. Donc ça peut être très très lourd hein, aussi de rentrer dans une zone de bocage. Ok, maintenant on va donner 2-3 exemples de mouvements pour un peu expliquer. Ici, vous avez, le gars, il a 4 points d'action, ce qui est pas mal, hein, beaucoup de choses. Et bien, il y a Chalbaud qui est là, avec ses unités, il décide justement de dépenser 1 point d'action. En dépensant 1 point d'action, il prend Chalbaud, puis Chalbaud, il dit, bon, moi, je laisse une unité ici, et puis je prends les 4 autres avec moi. Donc, il traverse Clisson, et puis il peut aller jusque-là, d'accord, pour un seul point d'action, parce qu'il est sur une route royale. Donc, on peut faire 2 zones. Ensuite, il décide de dépenser encore 1 point d'action pour aller ici, à Cholet. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme il rentre dans du bocage, eh ben, il a un jet d'attrition à faire. Puis il fait un X, c'est-à-dire qu'il perd 2 unités. Donc, il se retrouve amaigri, son armée, avec... il n'a pas dit la moitié des hommes. Voilà, bon, ça coûte très cher. Ensuite, on va parler un tout petit peu des leaders, parce que les leaders, déjà, ce n'est pas tout à fait des unités, c'est des leaders. Ils ont des capacités spéciales. Ici, la Roche Jacquelin, qui est un leader royaliste avec un fond rouge, ça veut dire qu'il peut jouer avec n'importe quel pion, en fait, qu'il soit vert, gris, jaune, il s'en fiche. Et ben, il a sa capacité spéciale, c'est de pouvoir en combat de relancer le dé, par exemple. Une fois, ce qui est quand même pas mal. Vous pouvez construire une force à condition que le chef, que le leader soit avec une unité, hein, d'accord, soit avec des cubes, tout simplement. Donc par exemple, on va faire une force avec 10 cubes, avec 1, avec 5, ce que vous voulez. Les renforts, je répète, c'est quand il y a un jet de renfort, un jet de dés de renfort avec une petite étoile. Les royalistes doivent les mettre dans les secteurs en question, c'est-à-dire, par exemple, si c'est celui-ci, eh ben, ce sera le secteur du Marais, puis par ailleurs, il pourra mettre un chef, tandis que pour les républicains, ils s'en fichent, ils les mettent dans n'importe quel secteur républicain. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Ensuite, il y a une chose importante, c'est que les chefs peuvent se faire descendre. Donc, s'ils se retrouvent tous seuls dans une aire où il y a déjà un ennemi, c'est pas très bon. Donc, de ce fait, ils doivent jeter un dé pour voir s'ils survivent. Exactement la même chose s'ils retraitent avec des unités durant le combat. Ça, c'est clair. Ils doivent aussi faire un leader survivability check. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Quand vous jetez un dé de combat pour le check, et ben, si vous faites un X, et ben, ça veut dire que le leader il est mort, il est tué. Et quand c'est pour un royaliste, si c'est un chef royaliste, et ben, le royaliste perd 1 point de prestige. Ben, c'est triste. Si c'est un R, et ben, ça veut dire que le leader il est blessé, puis il revient à la réserve. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, juste les concepts de base du combat, c'est peut-être le truc, entre guillemets, le plus compliqué du jeu. Le combat se passe automatiquement dans une zone, dans une area qui est disputée, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a du républicain et des royalistes. Donc, en général, il y a plusieurs rounds dans un combat. Voilà. Mais le premier round est obligatoire. Il est possible de faire du withdrawal. Le withdrawal, ce n'est pas tout à fait de la retraite, c'est juste de renoncer au combat.
il est possible au début, à partir du second tour, de renoncer au combat. Et c'est seulement des forces qui peuvent le faire. Les forces, c'est quoi? C'est un leader avec des unités. C'est ni le leader tout seul, ni des unités tout seul. Cette action est entreprise, cette décision par le joueur actif en premier, suivi du joueur passif. Voilà. Et quand vous décidez de rompre le combat, on va dire de vous retirer en bon ordre, vous devez quand même sacrifier une unité. Donc, c'est pas possible si votre force n'a qu'une seule unité, c'est-à-dire le chef et une unité, vous ne pouvez pas sacrifier l'unité qui reste. Il faut au minimum qu'il y en ait deux, en fait, c'est ça. Ensuite, comment est-ce qu'on fait les combats? La manière la plus simple de comprendre, c'est qu'on va jeter des dés, on les jette en général de manière simultanée. Et combien il y a de dés? C'est simple, hein. C'est par le nombre d'unités. Exemple, mais avec un maximum de 5. C'est-à-dire que si vous êtes d'un côté, vous attaquez avec des royalistes avec 10 unités, puis de l'autre côté, il y en a 3, les royalistes sont limités à 5 dés, vous allez jeter 5 dés, tandis que les républicains, ils n'ont que 3 unités, ils vont jeter 3 dés. Qu'est-ce qui peut influencer les combats? Les cartes elles-mêmes aussi, et puis les capacités des leaders. Hein. Et puis aussi, le républicain a une petite spécialité, c'est que s'il occupe en défense une forteresse, il jette encore en plus un dé de forteresse. Les dés de forteresse permettent justement d'annuler l'effet des résultats des dés du royaliste. Par exemple, dans ce truc-là où on voit 2 shields, il peut carrément annuler le résultat de 2D, ce qui est quand même beaucoup. Ensuite, il faut savoir que si le royaliste occupe en défense une zone de bocage, c'est lui qui jette d'abord les dés en premier, il a l'initiative, il inflige durant le premier round, il inflige les dégâts, et puis ensuite, c'est au tour du républicain de faire ça. Ensuite, dans les areas où il y a de la plaine, c'est exactement la même chose, mais du côté des républicains, c'est-à-dire les républicains en défense auront l'avantage de jeter les dés en premier et d'appliquer le résultat pour être ensuite suivi par le royaliste. Voilà. Si Nantes et Angers sont attaqués à travers la Loire, c'est-à-dire que l'attaquant a dû traverser la Loire, de ce fait, il y a un gros bonus, c'est-à-dire que l'attaquant perd le premier, n'a pas l'occasion, ne peut pas jeter de dés lors du premier round. C'est-à-dire que c'est d'abord le défenseur qui jette ses dés, suivi ensuite d'un second round s'il veut continuer, et là c'est simultané. Mais pendant le premier round du combat, rien, niet. Ensuite, il faut savoir que même si on jette les dés de manière simultanée, on applique toujours en premier les résultats aux joueurs passifs. C'est important, notamment dans les retraites. Hein. Ça, c'est sûr. Les unités qui retraitent, c'est dans ces cas-là où les leaders peuvent suivre la retraite. Elles doivent... alors, un R, excusez-moi. Le petit R représente résultat de retraite. Et puis, les leaders peuvent accompagner les unités, c'est-à-dire les petits cubes, lors de leur retraite, mais doit faire un jet de survie. Puis un X, c'est l'élimination pure et dure, on enlève le pion. Et puis si le royaliste gagne la bataille, il gagne un point de prestige. S'il la perd, il enlève un point de prestige. Voilà. Maintenant, on va donner un exemple de combat. Tout d'abord, ici vous avez Delbé qui souhaite attaquer Chalbaud à Tuar. Donc on va regarder ce que ça donne. Donc tout d'abord, Delbé, il a combien d'unités ici? Il en a 7. Donc il aura 5 dés avec lui. Tandis que Chalbaud, il a 4 unités. Il va lancer 4 dés. Plus comme il occupe ici ce qu'on appelle une forteresse, dans ce cas-là, il a encore le dé de forteresse. Donc, qu'est-ce que ça donne? Mais comme c'est le premier round de combat et que ça se passe dans une plaine, c'est d'abord Chalbaud qui va jeter les dés. Donc il jette les dés. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté ce dé-là, c'est un dé de forteresse qui donne un bouclier. Et il a fait un R et un X. Donc ça veut dire que Delbé devra éliminer une unité et retraiter une unité. C'est exactement ce qui se fait. Il a éliminé une unité et il a retraité une sur Châtillon-sur-Sèvre. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est Delbé qui va jeter ses 5 dés, donc voici le résultat. Mais comme Delbé, il a une capacité spéciale qui est de relancer un dé une fois, il le fait, hop, il obtient
1R, c'est-à-dire où en tout il y aura 2 retraites et 2 éliminations. Et là, il y a quoi? Il y a eu l'élimination et la retraite a été faite, mais il peut, lui, Chalbaud, décider d'éliminer, décider de supprimer l'effet d'un dé. Donc lui décide, ok, super, ben, ce que je fais, ben, dans ce cas-là, je vais empêcher une perte supplémentaire. Voilà, ce dé-là ne compte pas, parce que j'ai un shield. Donc au final, qu'est-ce qui reste? 2 retraites et une élimination. Donc ici, il y aura 2 pions qui vont partir en arrière, qui vont retraiter, puis un qui va être éliminé. Donc au final, on a cette configuration. Il ne reste plus qu'un. Donc qu'est-ce qui se passe? On arrive au second round. Et il n'y a plus, lors du second round, le bonus de la plaine, il est terminé. Il n'existe plus. Chalbaud ne peut pas au fait faire ce qu'on appelle de retraite de retraite bien ordonnée. Pour une raison simple, c'est que c'est une force avec une seule unité. S'il avait 2 unités dans cette force-là, il aurait pu en sacrifier une, puis ensuite retraiter. C'est pas possible. Donc il est obligé de supporter le combat. Donc dès le B, il a 5 forces, hein, il a toujours 5 pions, donc il va jeter 5 dés. Il obtient plein de résultats de retraite plus un résultat X d'élimination. Et Chalbaud, lui, il n'a qu'une seule... il n'y a rien, il a juste un seul dé, parce qu'il n'y a qu'une unité, mais il occupe toujours la forteresse. Et le résultat de forteresse, il a un shield, donc ça lui évite l'élimination, et il devra retraiter. Donc les résultats retraite supplémentaires, ils vont dans le vide, ils ne servent à rien, on les ignore. Il n'y a qu'un seul qui a vraiment un effet, c'est un effet sur le pion. Ensuite, voilà la situation de départ. La situation finale, c'est qu'on a Chalbaud qui a retraité avec ses 2 unités. Il doit tester, comme c'est une retraite, et c'est pas un withdrawal, c'est une retraite, il doit jeter un dé, voir s'il est blessé, s'il est tué ou si rien ne lui arrive. Là, il n'y a rien qui lui arrive. Et dès le B, on doit retraiter une de ses unités. Donc maintenant, on a la situation finale. La forteresse a été prise, donc on retourne le pion, et puis quand c'est une prise de forteresse, on peut ajouter un cube supplémentaire sur la forteresse. Voilà, c'est la garnison. Et puis, comme il a gagné le combat, donc ça lui fait gagner 1 point de prestige, et puis en plus de ça, il a pris un objectif qui coûte 1, encore 1 point de prestige. En tout, il a réussi à gagner 2 points de prestige. Bon, il s'est bien débrouillé. Voilà. Maintenant, on va regarder les règles de fin, je veux dire les règles, on peut dire les miscellaneous rules, c'est-à-dire les règles un petit peu, c'est bon de les connaître, quoi. Et après la phase de combat chez le royaliste, il y a le retour au champ, hein, le back to the field. Il n'y a pas de retour au champ durant le tour 1, mais par contre durant le tour 2, etc. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On jette 3 dés de retour au champ, back to the field dice, et puis on a les résultats. Et qu'est-ce qui se passe? Les résultats qui sont en dessous, il faut lire les résultats qui sont en dessous. C'est les paysans qui retournent dans leur champ. Donc il faut éliminer il faut retourner dans la réserve un cube, une unité du secteur de l'armée du Marais, 4 de l'armée d'Anjou, puis 2 de l'armée du centre. Par contre, si j'ai utilisé un pion toxin durant le tour, c'est-à-dire j'ai voulu avoir des renforts, il y aurait plus de monde qui va retourner aussi au champ, à la maison. Et là, il faudra regarder les chiffres au-dessus. Ça, c'est sans l'utilisation d'un pion toxin durant le tour. Avec l'utilisation d'un pion toxin durant le tour, c'est les renforts royalistes. Et voilà, vous retirez ces unités. Ensuite, baraque. C'est aussi une phase un peu particulière qui est uniquement pour les républicains et juste après le combat. Hein. Donc c'est un peu le pendant de Back to the Field. Mais ça c'est dans une autre, on va dire, c'est une autre utilisation. C'est si vous n'arrivez pas, rappelez-vous, en fait, c'est surtout ça. Le républicain les unités qui se trouvent dans la zone de transit vont dans les baraques, tout simplement. Les unités qui vont dans les transits, c'est des unités qui n'ont pas pu être acheminées sur des zones sur des secteurs républicains. Par exemple, le secteur républicain a été complètement occupé par les royalistes. Donc les unités qui seraient censées arriver là vont plutôt dans les zones de transit. Et ensuite, durant la phase de baraque, les unités des zones de transit reviennent aux baraques. Les baraques, c'est simplement, les unités sont disponibles pour revenir en renfort, tout simplement.
Ensuite, les points de réaction, je vous en avais parlé. Alors, les points de réaction, c'est des petits cubes rouges. Donc, on peut les gagner en jouant des cartes, ou bien en échangeant deux points d'action pour un point de point de réaction. Lorsque lorsque le royaliste atteint avec le marqueur prestige la case 9, de la track prestige, il peut gagner aussi un point de réaction. Et puis aussi au tour 6, le royaliste a peut-être l'option, s'il le souhaite, de recevoir un point de réaction. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces points de réaction? On peut les dépenser. Par exemple, typiquement, pour le cas du royaliste, il y aurait pont coupé, alors c'est marqué sur ces fiches-là, il y a à peu près aussi la même chose, pour le joueur républicain. Par exemple, pour le royaliste, en dépensant 2 points de réaction, ici, pont coupé annule le mouvement d'une unité ou d'une force républicaine vers une zone adjacente. Ne peut être utilisé qu'une fois par phase. Voilà, donc vous voyez, vous faites intervenir des trucs qui peuvent être assez, qui ont de l'influence sur le jeu. Il faut avoir pour ça un petit peu de points de réaction. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi pour Dieu et le roi, c'est uniquement le royaliste qui peut faire ça, et c'est une option qui commence au tour 6, c'est-à-dire qu'il va choisir des options durant le tour 6, par exemple retirer des cartes ou je sais pas trop quoi. Bref, je me rappelle plus très bien, je vais vous dire ça tout. Pour Dieu et le roi, par exemple, il a le choix entre recevoir un point de prestige, de défausser une carte et d'en reprendre une autre, de bouger un leader royaliste à une zone qu'il contrôle, de déployer un leader royaliste, etc. Donc il peut faire des choses, voilà, c'est juste un petit plus au début du tour 6. Bon, écoutez, je crois qu'on a vu l'essentiel. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt, au revoir.